Alors aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un livre qui a une réputation, disons, sulfureuse, Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Certains disent que c'est un guide essentiel, d'autres un manuel pour manipulateurs. Ce qui est sûr, c'est qu'il décortique les mécanismes cachés du pouvoir en allant piocher chez des figures comme Machiavel ou Sun Tzu. Alors accrochez-vous bien, parce qu'on va plonger dans les règles d'un jeu auquel apparemment on participe tous, qu'on le sache ou non. Ça donne le ton, n'est-ce pas? Cette phrase de Machiavel, qui est vraiment au cœur du livre, elle est glaciale. L'idée, c'est que dans le grand jeu du pouvoir, la bonté, l'honnêteté, ce ne sont pas des forces, ce sont des handicaps. C'est une vision ultra stratégique, carrément cynique, qui vient complètement percuter notre belle idée d'un monde où le mérite et la justice l'emportent toujours. Et voilà la question qui tue, celle que Greene pose dès le départ. Sa réponse, elle est cash. Oui. Pour lui, c'est simple, chaque interaction humaine, que ce soit au boulot, en famille, peu importe, c'est une forme de lutte de pouvoir. Le truc, c'est qu'on n'a pas le choix de jouer ou pas. La seule chose qu'on peut choisir, c'est d'être un joueur ou d'être un pion. Donc d'après Greene, faire l'autruche et ignorer ce jeu, ça ne protège de rien, bien au contraire. Ça fait de nous des cibles faciles, des pions pour ceux qui, eux, maîtrisent les règles. C'est pour ça que ce livre est pensé comme un peu comme un guide de survie, un manuel pour devenir un joueur averti, capable de se défendre et, pourquoi pas, de tirer son épingle du jeu. Alors où se joue ce fameux jeu de pouvoir? Pas sur un champ de bataille, non. Le vrai terrain de jeu, c'est l'esprit des autres. Greene insiste là-dessus. Une énorme partie du pouvoir, ce n'est pas ce qui est réel, c'est ce qui est perçu comme réel. L'image qu'on renvoie, ce n'est pas juste une question de se faire moussier, non, c'est une arme. Une véritable arme stratégique. Et pour illustrer ça, l'exemple de Mata Hari est juste parfait. Qu'est-ce qu'elle faisait? Eh bien, quasiment rien. Elle ne révélait presque rien d'elle. Et c'est ce silence, cette ambiguïté, qui a forgé son mythe. Les gens devenaient fous, ils projetaient tous leurs fantasmes sur elle. Résultat, elle a acquis un pouvoir, une aura qu'elle n'aurait jamais eue si elle avait joué carte sur table. Ça nous amène tout droit à une autre loi cruciale, le pouvoir du silence. Quand on parle peu, on a l'air plus profond, plus en contrôle. Et pendant ce temps, les autres, mal à l'aise avec ce silence, ils se mettent à parler, à remplir le vide. Et en faisant ça, ils abattent leurs cartes. Et hop, l'avantage stratégique est pour nous. Et là, on passe au niveau supérieur. Cette loi, c'est carrément comment créer une sorte de culte autour de sa personne. Greene nous donne la recette, et elle est là, sous nos yeux. Des promesses un peu floues, beaucoup de spectacles, du visuel, des sensations, et surtout, le plus important, créer un nous contre eux. Le but n'est plus de convaincre avec des arguments, non. Le but, c'est de créer une tribu, de souder les gens par l'émotion. Bon, ok. Une fois qu'on a bien poli son image, qu'est-ce qu'on fait des adversaires? De ceux qui se mettent en travers du chemin. Là-dessus, le livre est très clair. La confrontation directe, frontale, c'est pour les débutants. La victoire la plus totale, la plus élégante, c'est quand l'adversaire est mis hors jeu, sans même avoir compris ce qui lui est arrivé. Alors ça, c'est une loi qui va à l'encontre de tout ce qu'on a appris à l'école. Pour Greene, vouloir absolument gagner un débat, c'est une perte de temps. Pourquoi? Parce que les mots, ça braque les gens, ça crée du ressentiment. Alors qu'une action bien menée, ça, c'est une démonstration. Silencieuse, mais imparable. Et ce tableau le montre très bien. D'un côté, l'argumentation. On gagne peut-être sur le moment, mais on se fait un ennemi. La victoire est fragile. De l'autre, l'action. Ça prouve le point sans offenser personne. C'est efficace, c'est durable, on démontre sa compétence sans avoir besoin de se vanter. Et ça, c'est infiniment plus puissant. Et là, on touche au côté le plus sombre, le plus impitoyable du livre. D'après Greene, la pitié pour un ennemi, ce n'est pas une vertu, c'est une erreur stratégique monumentale. Pourquoi? Parce qu'un adversaire juste affaibli, mais pas anéanti, c'est une bombe à retardement. Sa rancune va fermenter et il attendra le bon moment pour se venger. La conclusion est glaciale. Un ennemi, on ne lui laisse aucune chance de revenir. Mais attention, toutes ces stratégies, que ce soit l'image, l'action, la gestion des ennemis, tout ça ne vaut rien sans un élément absolument clé, le timing. Le pouvoir, ce n'est pas juste un jeu avec les autres, c'est d'abord une discipline personnelle, intérieure. Et comme le dit Greene, une bonne action faite au mauvais moment devient une mauvaise action. C'est aussi simple que ça. Greene nous explique qu'il y a 3 types de temps à maîtriser. D'abord, le temps long, c'est l'art de la patience, savoir attendre son heure. Ensuite, le temps forcé. Là, c'est l'inverse, on bouscule le rythme de l'adversaire, on le pousse à la faute. Et enfin, le temps final. C'est le plus crucial, c'est savoir reconnaître le moment parfait pour frapper et le faire sans hésiter. Maîtriser ces 3 temps, c'est la clé.
On arrive là à un concept peut-être plus complexe, mais fascinant, l'amorphisme. C'est quoi? C'est l'idée d'être sans forme, comme l'eau. Si on est très visible, avec des plans fixes, des habitudes claires, on est une cible facile. L'adversaire sait où frapper. Mais si on est fluide, adaptable, imprévisible, on devient tout simplement insaisissable. L'exemple militaire est parfait pour ça. Imaginez un général qui s'accroche à son plan initial alors que tout change sur le terrain. Il court au désastre. À l'inverse, un stratège comme Rommel était célèbre pour ça. Il adaptait sans cesse sa tactique à la situation, en temps réel. Il exploitait la moindre faille de l'ennemi. Ça, c'est la puissance de l'amorphisme en pleine action. Mais il y a un mais. Cette course effrénée au pouvoir, elle a un coût. Et le livre se conclut sur un avertissement super important sur les dangers de l'ambition sans limite. Parce que, et c'est le grand paradoxe, une fois qu'on est au sommet, le plus grand danger, eh bien, c'est souvent notre propre succès. Et cet avertissement est capital. La victoire, ça grise. Ça peut rendre arrogant, pousser à aller toujours plus loin. Et c'est là le piège. Savoir s'arrêter, savoir consolider ce qu'on a gagné au lieu de vouloir toujours plus, c'est une compétence au moins aussi importante que celle de savoir gagner. Parce qu'en allant trop loin, on peut transformer une victoire éclatante en une défaite cuisante. Et c'est sur cette interrogation que le livre nous laisse, finalement. En appliquant toutes ces lois, qu'est-ce qu'on perd en chemin, en termes de relations, de confiance, d'authenticité? Les 48 lois du pouvoir est sans conteste un guide pour gagner. Mais il nous force à nous poser une dernière question. Une fois qu'on a gagné, est-ce que le trône au sommet n'est pas, en réalité, la plus solitaire des prisons ?